Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Dossier d'incident, SCP-781, rapport personnel de l'agent Marcus Verne. Je rédige ce document conformément au protocole 312B, bien que je ne sois plus certain qu'il y ait encore quelqu'un pour le recevoir. Mon nom est Marcus Verne, matricule V492FR. Niveau d'accréditation, 3 étendu temporairement au niveau 4 pour les besoins de l'affectation décrite ci-dessous. Spécialisation principale, analyse des phénomènes de distorsion spatio-temporelle, formation secondaire en physique théorique, Université de Grenoble, promotion 2009, recruté par la Fondation en février 2011 suite à ma thèse sur les anomalies topologiques dans les systèmes quantiques fermés. J'ai passé 11 ans au service de cette organisation. J'ai vu des choses que la plupart des êtres humains ne peuvent pas concevoir. J'ai contribué à maintenir le voile entre le monde ordinaire et ce qui se cache derrière. Je pensais comprendre les règles. Je me trompais. Ce document constitue mon rapport final concernant l'anomalie désignée SCP-681, ainsi qu'un témoignage personnel des événements survenus depuis l'incident de confinement du 14 novembre 2025. Je rédige ces lignes depuis ce que je crois être le site 41, bien que cette affirmation soit devenue impossible à vérifier de manière objective. Les instruments de mesure dont je dispose ne fonctionnent plus de façon cohérente. Les communications avec l'extérieur ont cessé il y a ce que j'estime être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Le temps lui-même est devenu une variable incertaine. Si quelqu'un lit ces mots, je vous demande de les transmettre au Conseil au 5, non pas parce que j'espère être secouru. Cette possibilité n'existe plus si tant est qu'elle ait jamais existé. Je rédige ce rapport parce que c'est ce que la Fondation m'a appris à faire. Parce que documenter est notre fonction première. Parce que même quand tout s'effondre, le protocole demeure. C'est peut-être la seule chose qui me reste. Commençons par le commencement. Section 1. Présentation de l'anomalie SCP-681. SCP-681 a été découvert le 3 mars 2024 dans une zone rurale du département de la Lozère, France, suite à plusieurs signalements d'habitants locaux concernant des phénomènes inexplicables dans un rayon de 2 km autour d'un point géographique précis. Les témoignages initiaux faisaient état de désorientation spatiale, de perte de mémoire à court terme et d'observations contradictoires concernant la topographie locale. Un berger de la commune de Saint-Germain-du-Teil a déclaré avoir marché pendant 4 heures en ligne droite sans jamais atteindre la route départementale située théoriquement à moins de 800 mètres de son point de départ. Une famille de randonneurs a signalé avoir observé le même arbre à 3 reprises en l'espace de 20 minutes, malgré un déplacement continu vers le nord. Les agents de terrain dépêchés sur place ont confirmé l'existence d'une zone d'anomalie localisée. Le périmètre a été sécurisé sous couvert d'une opération de déminage militaire et les témoins civils ont été soumis au protocole standard d'amnésie de classe B. L'anomalie a été classée Euclide en attente d'une évaluation plus approfondie. SCP-781 se manifeste comme une région d'espace d'environ 300 mètres de diamètre, au sein de laquelle les propriétés fondamentales de la réalité présentent des variations mesurables. Ces variations ne sont pas constantes. Elles fluctuent selon des schémas que nous n'avons pas réussi à modéliser de manière satisfaisante. À l'intérieur de la zone des faits, les observations suivantes ont été documentées de façon reproductible. Premièrement, la géométrie euclidienne ne s'applique plus de manière fiable. Les distances mesurées entre 2 points fixes peuvent varier de plus ou moins 15% selon le moment de la mesure, sans qu'aucun déplacement physique des points de référence n'ait été observé. Les angles d'un triangle tracé au sol ne totalisent pas nécessairement 180 degrés. Cette déviation reste généralement mineure, de l'ordre de 2 à 5 degrés, mais elle a été mesurée jusqu'à 23 degrés lors de certains épisodes d'activité accrue. Deuxièmement, la perception temporelle des sujets exposés devient erratique. Les chronographes synchronisés présentent des décalages progressifs lorsqu'ils sont introduits dans la zone des faits. Un sujet passant 30 minutes à l'intérieur du périmètre peut ressortir avec une montre indiquant un écart de plusieurs minutes par rapport à l'heure extérieure, dans un sens ou dans l'autre. Ces décalages ne suivent aucun schéma prévisible. Troisièmement,
Et c'est peut-être l'aspect le plus troublant. Les souvenirs des sujets exposés présentent des incohérences subtiles après une exposition prolongée. Ces incohérences ne concernent pas les événements survenus à l'intérieur de la zone, mais des souvenirs antérieurs, parfois très anciens. Un sujet peut se souvenir avec certitude d'un événement de son enfance de deux manières légèrement différentes, sans pouvoir déterminer laquelle correspond à la réalité. Ces altérations mnésiques sont généralement bénignes et temporaires pour les expositions de courte durée. Pour les expositions prolongées, nous ne disposions pas de données suffisantes avant l'incident. Nous en disposons maintenant. Je suis cette donnée. L'origine du SCP-7881 demeure inconnue. Aucune source ponctuelle n'a été identifiée au centre de la zone des faits. Aucun objet, aucune structure, aucune entité visible ne semble être responsable des phénomènes observés. L'anomalie semble émaner de l'espace lui-même, comme si une portion de notre réalité avait été endommagée ou altérée par un processus que nous ne comprenons pas. Plusieurs hypothèses ont été avancées par l'équipe de recherche. La première suggère une brèche dimensionnelle passive, un point de contact entre notre réalité et une autre dont les propriétés physiques diffèrent légèrement des nôtres. La seconde évoque une dégradation locale du tissu spatio-temporel, possiblement causée par un événement passé dont nous n'avons aucune trace. La troisième, que je considère personnellement comme la plus probable avant l'incident, propose que SCP-7181 soit le résidu d'une manipulation de réalité à grande échelle, peut-être l'empreinte laissée par une entité de classe Keter ayant traversé cette zone à un moment indéterminé. Aucune de ces hypothèses n'a pu être confirmée. Aucune n'a pu être réfutée non plus. SCP-181 résiste à la compréhension avec une obstination qui rétrospectivement aurait dû nous alerter davantage. Section 2. Protocole de confinement et mesures de sécurité. Le confinement de SCP-181 présente des défis particuliers en raison de la nature diffuse de l'anomalie. Contrairement à la plupart des objets SCP, il n'existe pas d'éléments physiques à isoler ou à sécuriser. La zone des faits elle-même est le sujet de confinement, ce qui nécessite une approche périmétrique plutôt que centralisée. Le site 41 a été établi à 800 mètres du bord estimé de la zone des faits, dans une ancienne ferme réquisitionnée et reconvertie en installation de recherche de niveau 3. L'infrastructure comprend un laboratoire principal, un centre de communication, des quartiers d'habitation pour le personnel permanent et un poste de commandement équipé pour la coordination des opérations sur le terrain. L'effectif standard est de 14 membres, 6 chercheurs, 4 agents de sécurité, 2 techniciens de maintenance, un officier médical et un directeur de site. J'ai été affecté au site 41 le 15 septembre 2024, sous l'autorité du docteur Élise Marchetti, directrice de site et responsable principale du projet de recherche. Mon rôle était d'analyser les données collectées lors des expéditions de terrain et de développer des modèles théoriques susceptibles d'expliquer les mécanismes sous-jacents de l'anomalie. Je n'étais pas censé pénétrer moi-même dans la zone des faits, sauf en cas de nécessité absolue validée par la direction. Les protocoles de confinement en vigueur à mon arrivée étaient les suivants. Aucun membre du personnel ne doit pénétrer dans la zone des faits, sans autorisation préalable du directeur de site et sans équipement de surveillance biométrique fonctionnelle. La durée maximale d'exposition autorisée est de 90 minutes par période de 24 heures. Tout dépassement de ce seuil doit faire l'objet d'un rapport d'incident et d'une évaluation médicale complète. Les équipes de terrain doivent toujours opérer en binôme minimum. Le contact radio doit être maintenu en permanence avec le poste de commandement. En cas de perte de communication excédant 5 minutes, l'équipe doit immédiatement se diriger vers le point d'extraction le plus proche selon les coordonnées mémorisées avant l'entrée. Tous les instruments de mesure utilisés à l'intérieur de la zone doivent être calibrés avant et après chaque expédition. Les données collectées doivent être comparées au relevé extérieur pour identifier les éventuelles distorsions. Les écarts significatifs doivent être documentés, mais ne doivent pas nécessairement invalider les observations correspondantes, car la distorsion elle-même est un objet d'étude. Le personnel ayant subi une exposition cumulative supérieure à 20 heures doit être transféré hors du site pour une période de décompression d'au moins 2 semaines.
Cette mesure vise à prévenir les effets à long terme des altérations mnésiques observées chez les sujets exposés. Ces protocoles étaient raisonnables. Ils étaient fondés sur les données disponibles et sur les principes de précaution standards de la Fondation. Ils auraient dû suffire, ils n'ont pas suffi. Section 3. Observations préliminaires et travaux de recherche. Pendant les 2 premiers mois de mon affectation, j'ai travaillé exclusivement sur l'analyse des données existantes. Les rapports d'expédition accumulés depuis la découverte de l'anomalie représentaient plusieurs centaines de pages de relevés, d'observations et de témoignages. Mon travail consistait à identifier des schémas récurrents, des corrélations significatives, tout élément susceptible de nous rapprocher d'une compréhension de SCP-70081. Ce que j'ai trouvé m'a d'abord semblé encourageant. Les fluctuations de l'anomalie n'étaient pas entièrement aléatoires. J'ai identifié ce qui ressemblait à un cycle d'activité d'environ 11 jours, avec des pics d'intensité correspondant à des distorsions géométriques et temporelles plus prononcées, suivies de périodes de relative stabilité. Ce cycle n'était pas parfaitement régulier, la période variait entre 9 et 13 jours selon mes calculs, mais il suggérait l'existence d'un mécanisme sous-jacent, d'une structure que nous pourrions éventuellement comprendre et peut-être influencer. J'ai également remarqué une corrélation entre les altérations mnésiques rapportées par les sujets exposés et la durée de leur exposition lors des périodes de haute activité. Les expositions de même durée n'avaient pas les mêmes effets selon qu'elles avaient lieu pendant une phase de pic ou une phase de creux. Cela suggérait que les protocoles de sécurité pourraient être optimisés en fonction du cycle d'activité, permettant des expositions plus longues pendant les périodes calmes et des restrictions plus sévères pendant les pics. Le docteur Marchetti accueillit mes conclusions avec un enthousiasme mesuré. Elle m'a félicité pour mon travail analytique, tout en me rappelant que la corrélation n'est pas la causalité et que nos données restaient insuffisantes pour tirer des conclusions définitives. Elle avait raison, bien sûr. La prudence est une vertu cardinale dans notre domaine. Mais je sentais que nous progressions, que nous commencions à saisir quelque chose de tangible dans le brouillard d'incertitude qui entourait SCP-70081. C'est à cette époque que j'ai commencé à participer aux expéditions de terrain. Ma première entrée dans la zone des faits a eu lieu le 22 novembre 2024. J'accompagnais l'agent Dubois, un vétéran du site qui avait effectué plus de 60 pénétrations sans incident majeur. Notre mission était de collecter des échantillons de sol à plusieurs points de la zone pour une analyse comparative de leur composition moléculaire, une tâche routinière en apparence. Je me souviens avec une clarté troublante du moment où j'ai franchi le seuil. Il n'y a pas de frontière visible, pas de ligne de démarcation physique entre l'extérieur et l'intérieur de la zone des faits. Les instruments détectent le changement, les relevés commencent à présenter des anomalies, mais à l'œil nu, le paysage reste identique. La même herbe rase, les mêmes rochers gris, le même ciel de Lozère. Et pourtant, au moment précis où j'ai pénétré dans la zone, j'ai ressenti quelque chose. Ce n'était pas une sensation physique à proprement parler. Pas de picotement, pas de vertige, pas de nausée. C'était plus subtil que cela. Une impression de décalage, comme si le monde autour de moi venait de glisser d'un micron vers la gauche. Comme si quelque chose qui avait toujours été parfaitement aligné ne l'était plus tout à fait. J'ai demandé à l'agent Dubois s'il ressentait la même chose. Il m'a répondu que oui, qu'il ressentait toujours ce décalage en entrant, mais qu'on s'y habituait. Qu'après quelques expéditions, on finissait par ne plus y prêter attention. Je me suis demandé si s'habituer à cette sensation était vraiment une bonne chose. Notre expédition s'est déroulée sans incident notable. Nous avons collecté les échantillons prévus, effectué les relevés demandés, et nous sommes ressortis après 53 minutes d'exposition. À mon retour, j'ai subi l'examen médical standard. Tous mes paramètres étaient normaux. Le médecin m'a demandé si je me souvenais clairement de ma journée, de mon trajet jusqu'au site ce matin-là, de ce que j'avais mangé au petit déjeuner. Je me souvenais de tout. Aucune incohérence détectable. Et pourtant, cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Je marchais dans un corridor qui n'en finissait pas, dont les murs étaient tapissés de miroirs. Mais les reflets dans les miroirs n'étaient pas tout à fait les miens.
Ils me ressemblaient, ils portaient mes vêtements, ils imitaient mes gestes avec un léger décalage, mais quelque chose dans leurs yeux était différent. Quelque chose que je ne parvenais pas à identifier. Je me suis réveillé avec la certitude inexplicable que ces reflets n'étaient pas des reflets. Qu'ils étaient autre chose. Quelque chose qui m'observait depuis l'autre côté d'une frontière que je venais de franchir pour la première fois. J'ai noté ce rêve dans mon journal personnel, conformément aux recommandations du protocole psychologique. Je l'ai attribué au stress de la première exposition, à l'anxiété naturelle face à l'inconnu. Une réaction banale, parfaitement explicable. Je sais maintenant que ce n'était pas un rêve. Section 4. Approfondissement des recherches et accumulation des expositions. Au cours des mois suivants, j'ai participé à 17 expéditions supplémentaires dans la zone des faits. Mon rôle a évolué progressivement. Je ne me contentais plus d'analyser les données collectées par d'autres. Je concevais mes propres protocoles expérimentaux, je développais des hypothèses que je testais moi-même sur le terrain. Je devenais l'un des experts principaux de SCP-60181 au sein du site 41. Cette évolution me semblait naturelle. Logique. Je possédais les compétences théoriques nécessaires pour interpréter les phénomènes observés, et l'expérience directe me permettait d'affiner mes modèles d'une manière impossible depuis l'extérieur. Le docteur Marchetti approuvait cette approche, tout en veillant à ce que je respecte scrupuleusement les limites d'exposition fixées par le protocole. Je respectais ces limites. Du moins, je croyais les respecter. Le problème avec SCP-60841, c'est que le temps passé à l'intérieur de la zone ne correspond pas nécessairement au temps mesuré à l'extérieur. J'entrais pour ce que je croyais être 80 minutes. Je ressortais avec une montre indiquant 72 minutes, ou 89, parfois 103. Les décalages étaient documentés, bien sûr. Ils faisaient partie des données que nous collections. Mais leur implication pour le calcul de mon exposition cumulative n'était pas claire. Devais-je comptabiliser le temps subjectif ou le temps objectif? Le temps mesuré par ma montre à l'intérieur, ou le temps écoulé à l'extérieur pendant mon absence? Personne ne savait vraiment quelle métrique était pertinente pour évaluer les effets sur l'organisme. Nous avions choisi le temps extérieur par convention, parce qu'il était plus facile à mesurer de façon cohérente. Mais cette convention reposait sur l'hypothèse que le temps extérieur était le temps réel, et je commençais à douter de cette hypothèse. Qu'est-ce que le temps réel de toute façon quand la réalité elle-même devient floue? Mes travaux progressaient. J'avais affiné le modèle cyclique que j'avais identifié initialement, et j'avais découvert ce qui semblait être des sauts harmoniques dans les fluctuations de l'anomalie. Des oscillations plus rapides, superposées au cycle principal, qui produisaient des interférences complexes. Je commençais à percevoir SCP-60881 non plus comme un phénomène statique, mais comme une sorte de système dynamique, peut-être même un système vivant à sa manière. Cette idée m'a troublé la première fois qu'elle m'est venue. L'anomalie comme entité. Pas une entité au sens biologique du terme, pas une créature avec une volonté et des intentions, mais quelque chose de plus fondamental. Une structure organisée, capable de maintenir son existence à travers le temps, capable peut-être de réagir à son environnement, capable peut-être de nous percevoir, comme nous tentions de l'apercevoir. J'ai partagé cette hypothèse avec le docteur Marchetti lors d'une réunion d'équipe en août 2025. Sa réaction a été mitigée. Elle a reconnu que les données étaient compatibles avec un modèle de système dynamique, mais elle a souligné le danger d'anthropomorphiser l'anomalie, de lui attribuer des propriétés que nous projetions peut-être sur elle à partir de notre propre cadre conceptuel. Elle m'a rappelé que la Fondation avait commis cette erreur avec d'autres SCP par le passé, parfois avec des conséquences désastreuses. Elle avait raison d'être prudente, mais je savais, avec une certitude qui dépassait l'analyse rationnelle, que je touchais à quelque chose de vrai. C'est vers cette époque que les rêves sont revenus. Pas le corridor au miroir cette fois. D'autres rêves, plus fragmentés, plus difficiles à décrire. Je me réveillais avec des images qui s'effaçaient immédiatement, ne laissant derrière elles qu'une impression de vastitude d'espace sans limite. Et une voix, peut-être,
Non, pas une voix. Quelque chose qui ressemblait à une voix de la même façon qu'un écho ressemble au son qu'il a produit. Un écho sans source. Je n'ai pas signalé ces rêves. C'était une violation du protocole, je le savais. Tout symptôme inhabituel devait être rapporté au médecin du site pour évaluation. Mais je craignais d'être retiré du projet si je mentionnais des expériences aussi subjectives, aussi difficilement quantifiables. Et je ne voulais pas être retiré du projet. J'étais trop proche de quelque chose. Trop proche pour m'arrêter. L'orgueil. Toujours l'orgueil. La conviction que nous pouvons contrôler ce que nous ne comprenons pas. Section 5. L'incident du 14 novembre 2025. Je vais maintenant décrire les événements de ce jour, avec autant de précision que ma mémoire me le permet. Je suis conscient que cette mémoire n'est plus entièrement fiable. Certains détails ont peut-être été altérés par ce qui s'est passé ensuite. D'autres ont peut-être été inventés par mon esprit pour combler des lacunes insupportables. Je ne peux plus faire la distinction entre le souvenir authentique et la reconstruction. Tout ce que je peux faire, c'est raconter ce que je crois avoir vécu. Le 14 novembre était un jour de haute activité selon mon modèle prévisionnel. Le cycle principal et plusieurs sous-harmoniques convergeaient vers un pic d'intensité que je n'avais encore jamais observé. J'avais demandé l'autorisation d'effectuer une série de mesures spécifiques pendant cette fenêtre, arguant que les données collectées seraient d'une valeur exceptionnelle pour la validation de mes hypothèses. Le docteur Marchetti a hésité. Elle a consulté les archives médicales et constaté que mon exposition cumulative approchait de la limite de transfert. Elle m'a proposé de confier cette mission à un autre chercheur, de superviser l'opération depuis le poste de commandement. J'ai insisté. J'ai fait valoir que je connaissais les protocoles expérimentaux mieux que quiconque, que la moindre erreur de manipulation pourrait compromettre les résultats. J'ai plaidé ma cause avec une conviction qui rétrospectivement ressemblait davantage à une obsession. Elle a fini par céder, à la condition que l'agent du bois m'accompagne, que ma durée d'exposition n'excède pas 60 minutes et que je subisse un examen médical complet immédiatement après mon retour. J'ai accepté toutes ces conditions. Nous sommes entrés dans la zone à 14h37, heure extérieure. Le ciel était couvert, une bruine fine tombait depuis le matin. La visibilité était réduite mais acceptable. Nos équipements fonctionnaient normalement au moment du départ. J'ai ressenti le décalage habituel en franchissant le seuil invisible. Mais cette fois, il était plus prononcé, plus insistant. Comme si le monde ne s'était pas seulement décalé d'un micron, mais de plusieurs centimètres. Comme si la réalité elle-même avait du mal à tenir en place. L'agent du bois a signalé une gêne similaire. Sa voix dans mon oreillette était tendue, inhabituellement hésitante. Il faisait ce travail depuis 3 ans. Il avait cessé depuis longtemps d'être nerveux lors des expéditions de routine. Le fait qu'il le soit ce jour-là aurait dû m'alerter. Mais j'étais concentré sur mes mesures, sur mes instruments, sur les données qui commençaient à affluer. Les relevés étaient extraordinaires. Les distorsions géométriques atteignaient des valeurs sans précédent. La somme des angles d'un triangle de référence que j'avais tracé au sol variait de plus de 30 degrés en l'espace de quelques minutes. Les écarts temporels entre nos chronographes et ceux du poste de commandement augmentaient à une vitesse alarmante. Je documentais tout, frénétiquement, conscient que cette opportunité ne se représenterait peut-être jamais. C'est à ce moment que j'ai commis l'erreur. Une erreur mineure. Insignifiante en apparence. J'ai voulu vérifier un relevé aberrant en me déplaçant vers un point de mesure secondaire situé à environ 50 mètres de notre position. L'agent du bois m'a rappelé que nous devions rester en contact visuel permanent. Je lui ai répondu que j'en avais pour 2 minutes, que je resterais en communication radio, que ce n'était pas vraiment une violation du protocole. Ce n'était pas vraiment une violation du protocole. Ce n'était pas vraiment une violation. Je me suis éloigné. J'ai atteint le point de mesure. J'ai effectué le relevé. Tout était normal, dans la mesure où ce mot avait encore un sens à l'intérieur de la zone. J'ai voulu revenir vers l'agent du bois. Et je ne l'ai pas trouvé. La distance était de 50 mètres.
Je l'avais parcouru en moins d'une minute à l'aller. Mais au retour, chaque pas que je faisais semblait me ramener au point de départ. Je marchais, et le paysage autour de moi ne changeait pas. Ou plutôt, il changeait, mais pas dans la direction attendue. Les rochers que j'utilisais comme repères n'étaient plus à leur place, ou j'avais oublié leur place, ou leur place avait changé. J'ai appelé du bois par radio. Pas de réponse. J'ai appelé le poste de commandement. Pas de réponse. Mon oreillette ne produisait qu'un souffle continu, un bruit blanc qui ressemblait vaguement à une respiration, ou peut-être à un rire très lointain. J'ai consulté mes instruments. Le chronomètre indiquait que 23 minutes s'étaient écoulées depuis notre entrée dans la zone. Mais mon corps me disait autre chose. Mon corps me disait que j'avais marché pendant des heures, que mes jambes étaient lourdes de fatigue, que j'avais soif comme après une longue journée de travail. J'ai essayé de retrouver mon calme. J'ai appliqué le protocole d'urgence. Se diriger vers le point d'extraction mémorisé avant l'entrée. Utiliser la boussole. Maintenir une trajectoire constante. La boussole tournait lentement sur elle-même, sans jamais s'arrêter. J'ai choisi une direction au hasard. J'ai marché. J'ai marché longtemps. Le paysage autour de moi devenait de plus en plus flou, comme si un voile de brume s'épaississait progressivement, bien que l'air fût parfaitement clair. Les couleurs perdaient leur éclat. Le ciel, qui était gris quelques minutes plus tôt, virait maintenant vers une teinte indéfinissable, quelque part entre le violet et le brun. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter. Devant moi, à peut-être 100 mètres, il y avait une silhouette. Une silhouette humaine, immobile, qui me tournait le dos. Elle portait une combinaison de terrain identique à la mienne. Elle avait ma stature, ma posture, mon équipement. J'ai appelé, la silhouette n'a pas réagi. Je me suis approché, le cœur battant. À mesure que je réduisais la distance, un pressentiment terrible s'est emparé de moi. Je savais ce que j'allais découvrir. Je le savais avant de le voir. C'était moi. C'était moi. C'était moi, debout au milieu de nulle part, le regard fixé sur un horizon qui n'existait pas. Mon propre visage, mes propres yeux, mais vides. Absolument vides. Comme si l'âme derrière ses yeux avait été aspirée, ne laissant qu'une coquille anatomiquement parfaite. Je me suis approché davantage. J'ai tendu la main vers cette chose qui portait mon apparence. Au moment où mes doigts allaient toucher son épaule, elle s'est retournée. Son visage était le mien, mais il souriait. Un sourire que je ne me suis jamais vu faire. Un sourire trop large, trop figé, qui ne touchait pas les yeux. Et elle a parlé cette chose avec ma voix, mais déformée, comme entendue à travers une mauvaise connexion téléphonique. Elle a dit « Tu es presque arrivé ». Et le monde s'est effondré. Section 6. La désynchronisation, je ne sais pas combien de temps j'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé sur le sol, à l'intérieur d'un bâtiment que j'ai d'abord eu du mal à reconnaître. Il m'a fallu plusieurs minutes pour réaliser que je me trouvais dans le laboratoire principal du site 41. Je me suis relevé péniblement. Mon corps était douloureux, comme après un effort physique intense, mais je ne présentais aucune blessure visible. Mes vêtements étaient intacts, mon équipement de mesure avait disparu, mais j'avais toujours mon badge d'identification et ma radio. J'ai tenté d'activer la radio, aucun signal. J'ai essayé d'appeler. Ma voix résonnait étrangement dans la pièce vide, comme si les murs absorbaient une partie des sons. La pièce était vide. Le site 80 n'est jamais vide. Même la nuit, il y a toujours du personnel de garde, des techniciens qui surveillent les équipements, des chercheurs qui rattrapent leur retard sur la paperasse. Le site fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la norme pour toute installation de confinement actif. Mais ce jour-là, le laboratoire était désert. Les postes de travail étaient à leur place. Les ordinateurs semblaient allumés. Les lumières fluorescentes fonctionnaient normalement. Tout était là. Tout, sauf les gens. J'ai parcouru le couloir qui menait au centre de communication. Personne. Les quartiers d'habitation. Personne. Le poste de commandement. Personne. L'infirmerie. La salle de repos. Les entrepôts de matériel. Partout le même constat. Le site était intact, fonctionnel, mais absolument désert. J'ai trouvé le bureau du docteur Marchetti ouvert.
Sur sa table, une tasse de café à moitié pleine. Le café était tiède, comme si elle venait de partir. Comme si tout le monde venait de partir, simultanément il y a quelques minutes à peine. J'ai consulté l'horloge murale. Elle indiquait 17h42. Si cette indication était correcte, j'avais passé plus de 3 heures à l'intérieur de la zone d'effet. 3 heures dont je n'avais aucun souvenir après l'apparition de mon double. 3 heures ou 3 jours, ou 3 semaines. Je n'avais aucun moyen de le savoir. J'ai essayé d'utiliser les terminaux informatiques. Les écrans s'allumaient, les systèmes semblaient répondre, mais je n'arrivais pas à établir de connexion avec le réseau externe de la Fondation. Tous les ports de communication affichaient le même message, signal non disponible. J'ai vérifié les équipements physiques, les câbles, les antennes. Tout semblait en parfait état de fonctionnement. J'ai alors pensé que le problème venait peut-être de l'extérieur. Une panne généralisée, un incident sur le réseau global de la Fondation. Cela s'était déjà produit par le passé, lors de tentatives de brèches coordonnées par des entités hostiles. Si une telle situation était en cours, le personnel du site avait peut-être été évacué en urgence. On m'avait peut-être laissé sur place parce qu'on me croyait perdu dans la zone déchet. Cette hypothèse était rassurante. Elle offrait une explication rationnelle. Elle suggérait que ma situation, bien que préoccupante, n'était pas sans issue. J'ai décidé d'attendre, de suivre le protocole, de rester sur place et de documenter tout ce qui se passait, en attendant que les communications soient rétablies ou qu'une équipe de récupération arrive. J'ai commencé à rédiger le présent rapport. Section 7, premières observations dans la zone altérée. Les jours suivants, j'emploie ce terme par convention car je ne peux plus mesurer le temps de façon fiable, j'ai entrepris une exploration systématique de mon environnement. Le site 41 lui-même ne présente aucune anomalie visible. Les bâtiments sont intacts, les équipements fonctionnent, l'électricité et l'eau courante sont disponibles. Les réserves de nourriture dans le garde-manger sont suffisantes pour plusieurs semaines. Sur le plan matériel, ma survie n'est pas menacée à court terme. C'est l'extérieur qui pose problème. La première fois que j'ai tenté de quitter le site, j'ai ouvert la porte principale donnant sur la cour. Ce que j'ai vu m'a figé sur place. La cour était là. La clôture périphérique était là. Le chemin de terre menant à la route départementale était là. Mais au-delà de la clôture, il n'y avait rien. Pas de l'obscurité, pas du vide noir comme l'espace interstellaire. Quelque chose de pire. Une absence de tout. Mes yeux percevaient une zone où la perception elle-même cessait d'avoir un sens. Ce n'était pas une couleur, ce n'était pas une texture, ce n'était pas une forme. C'était l'endroit où les formes, les textures et les couleurs s'arrêtaient. J'ai reculé instinctivement. J'ai refermé la porte. J'ai vérifié les fenêtres du bâtiment. À travers les vitres, je voyais le paysage normal de la Lozère. Les collines, les arbres, le ciel gris. Mais quand j'ouvrais les portes, quand je franchissais le seuil, l'extérieur disparaissait, remplacé par cette non-chose terrifiante. J'ai fait plusieurs tentatives. Le résultat était toujours le même. Le site était devenu une île de réalité flottant dans un océan d'inexistence. Ou peut-être était-ce l'inverse. Peut-être le site n'existait-il plus vraiment? Et ce que je percevais comme le monde extérieur à travers les fenêtres n'était qu'un souvenir, une image résiduelle projetée par mon esprit pour combler l'insupportable absence. J'ai tenté de rationaliser. J'ai formulé des hypothèses. À hypothèse 1, l'incident m'a projeté dans une dimension parallèle, une sorte de copie imparfaite de notre réalité où le site 41 existe, mais où le reste du monde n'a jamais été construit ou a déjà été détruit. Hypothèse 2, je ne suis plus vraiment moi. Mon corps physique est peut-être resté dans la zone d'effet, inconscient ou mort, et ce que j'expérimente actuellement est une sorte de simulation générée par mon cerveau mourant ou par l'anomalie elle-même. Hypothèse 3, la désynchronisation dont parlent les témoignages préliminaires est réelle, et je me trouve maintenant décalé par rapport au flux temporel normal. Le monde continue d'exister autour de moi, mais je ne peux plus le percevoir parce que je n'occupe plus le même instant que lui. Aucune de ces hypothèses n'est vérifiable. Aucune ne m'offre de solution.
Je les note ici pour le bénéfice de quiconque lira ce document, dans l'espoir qu'un chercheur plus compétent que moi puisse y trouver un point de départ. Les instruments de mesure que j'ai récupérés dans le laboratoire donnent des résultats incohérents. Les thermomètres indiquent des températures différentes selon l'endroit où je les place, avec des variations de plusieurs degrés sur des distances de quelques centimètres. Les chronomètres ne restent pas synchronisés, même quand je les place côte à côte sur la même table. Le un avance, l'autre recule, sans schéma discernable. La boussole tourne toujours. Section 8, dégradation des repères et altération perceptuelle, le temps passe. Je crois que le temps passe. Il doit passer puisque j'ai faim à intervalles réguliers, puisque je ressens la fatigue, puisque mon corps réclame le sommeil. Mais je n'ai plus aucune certitude quant à la durée objective de ces intervalles. J'ai essayé de tenir un journal, de noter chaque repas, chaque période de sommeil, chaque événement significatif. Mais quand je relis mes notes, certaines ne correspondent pas à mes souvenirs. J'ai écrit des choses dont je ne me souviens pas, des observations, des réflexions, parfois des phrases entières qui ne ressemblent pas à mon style d'écriture habituel. Ai-je écrit ces lignes dans un état de semi-conscience que j'ai oublié depuis? Quelque chose d'autre les a-t-il ajoutées à ma place? Suis-je en train de perdre la raison, ou la réalité elle-même est-elle en train de se réécrire autour de moi? Je ne sais plus. Les altérations ne se limitent pas aux instruments. Mon propre corps commence à me sembler étranger par moments. Pas de façon dramatique, pas de transformation visible dans le miroir. Quelque chose de plus insidieux. Une main qui ne répond pas tout à fait au bon moment quand je veux saisir un objet. Des pas qui ne produisent pas exactement le son attendu sur le carrelage. Une ombre qui ne tombe pas tout à fait dans la bonne direction. Je me suis demandé si ces anomalies étaient réelles ou si elles n'existaient que dans ma perception. Mais dans ma situation actuelle, quelle différence cela fait-il? Si ma perception est la seule interface dont je dispose avec la réalité, et si cette interface est corrompue, alors la réalité elle-même devient impossible à distinguer de l'hallucination. J'ai commencé à voir des choses. Des mouvements à la périphérie de mon champ de vision qui disparaissent quand je tourne la tête. Des reflets dans les vitres qui ne correspondent pas tout à fait à mes gestes. Des sons qui semblent venir de pièces que je sais vides et qui cessent dès que je m'en approche. La nuit, je rêve de corridors infinis, de miroirs, de mon propre visage qui me sourit avec une expression que je ne reconnais pas. Et je commence à entendre la voix. Ce n'est pas une voix au sens habituel du terme. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas non plus de l'intérieur de ma tête comme une pensée intrusive. Elle vient de quelque part entre les deux. D'un endroit qui n'existe pas dans l'anatomie normale du cerveau humain. Elle ne dit pas de mots, pas des mots que je pourrais transcrire. Elle transmet des impressions, des sensations, des fragments de compréhension qui s'assemblent en quelque chose qui ressemble à une signification sans jamais en être vraiment une. Elle me dit que je suis presque arrivé. Elle me dit que ce n'est pas encore fini. Elle me dit d'attendre. Section 9, tentative de communication et espoir décroissant. Malgré l'absence de signal sur les équipements de communication du site, j'ai continué mes tentatives de contact avec l'extérieur. J'ai rédigé des messages que j'ai envoyés via tous les canaux disponibles. J'ai utilisé la radio sur toutes les fréquences. J'ai même laissé des notes écrites près des portes, dans l'espoir absurde que quelqu'un de l'autre côté puisse les trouver. Rien, aucune réponse, aucun signe que mes messages atteignent quoi que ce soit. J'ai envisagé la possibilité que le temps s'écoule différemment de mon côté. Que les secondes que je vis correspondent à des heures, des jours, peut-être des années dans le monde réel. Si c'est le cas, la Fondation a peut-être lancé des opérations de recherche et de récupération qui se sont terminées depuis longtemps. Peut-être que des équipes sont entrées dans la zone des faits pour me retrouver. Peut-être qu'elles m'ont cherché pendant des semaines avant de me déclarer officiellement perdu. Ou peut-être que la Fondation a tout simplement classé l'incident et scellé la zone. C'est ce qui se fait parfois quand les risques sont trop élevés et les chances de récupération trop faibles. La mission première est de protéger l'humanité, pas de sauver des individus. Je le savais en acceptant ce travail. Je l'avais accepté comme un risque calculé,
une éventualité statistiquement improbable. Des statistiques ne sont d'aucun réconfort quand on se retrouve du mauvais côté de la probabilité. J'ai relu les protocoles concernant les agents perdus dans des zones d'anomalie spatio-temporelle. Ils sont clairs. Après un délai de 72 heures sans contact, l'agent est présumé irrécupérable. Les ressources sont réaffectées. Le dossier est archivé. La famille, s'il y en a une, reçoit une notification standardisée expliquant que l'agent est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Les détails classifiés ne sont pas communiqués. Je n'ai pas de famille proche. Mes parents sont décédés il y a plusieurs années. Je n'ai jamais eu d'enfant. Ma vie était mon travail. La fondation était ma famille. Cette pensée me semblait réconfortante autrefois, une forme de dévouement, de sacrifice noble au service d'une cause plus grande que moi. Maintenant, elle me semble seulement triste. Qui se souviendra de Marcus Verne? Qui saura ce qui lui est arrivé? Quelques lignes dans un rapport d'incident peut-être. Une entrée dans une base de données que personne ne consultera jamais. Je ne veux pas disparaître sans laisser de traces. C'est pourquoi je continue d'écrire. C'est pourquoi je documente chaque observation, chaque pensée, chaque moment de lucidité qui me reste. Peut-être que ce document sera retrouvé un jour. Peut-être qu'il aidera quelqu'un à comprendre ce que SCP-60080 a fait réellement. Peut-être que ma souffrance servira à quelque chose. Ou peut-être que j'écris ces mots pour personne. Pour le vide. Pour moi-même. Mais même cela vaut mieux que le silence. Section 10. Révélation partielle et compréhension fragmentaire. J'ai passé d'innombrables heures à analyser les données que j'ai pu récupérer avant l'incident. Les relevés, les graphiques, les observations accumulées pendant des mois de recherche. Je cherchais un indice, un schéma, quelque chose qui pourrait m'expliquer ce qui m'est arrivé et peut-être me montrer une issue. Ce que j'ai trouvé n'est pas une issue. C'est une compréhension, partielle et terrifiante, de la nature de SCP-6881. L'anomalie n'est pas une brèche. Elle n'est pas un résidu. Elle n'est pas une dégradation passive du tissu spatio-temporel. Elle est une interface. Une interface entre notre réalité et quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'obéit pas aux mêmes règles que nous. Quelque chose qui existe dans un état que nos catégories conceptuelles ne peuvent pas décrire, parce qu'elles ont été forgées pour un monde qui fonctionne autrement. L'anomalie n'altère pas la réalité. Elle révèle ce qui se trouve en dessous. Sous la surface de ce que nous appelons le réel, il y a autre chose. Un substrat plus fondamental, une structure sous-jacente que notre perception normale filtre, ignore, refuse de voir. Les distorsions géométriques ne sont pas des erreurs. Elles sont des aperçus de la véritable géométrie du monde, une géométrie non euclidienne que notre cerveau transforme habituellement en quelque chose de compréhensible. Les altérations temporelles ne sont pas des dysfonctionnements. Elles sont des fenêtres sur la vraie nature du temps, qui n'est pas une ligne mais quelque chose de beaucoup plus complexe, quelque chose qui ne peut pas être représenté dans un espace à 3 dimensions. Et les altérations amnésiques ne sont pas des dommages cérébraux. Elles sont des corrections, des ajustements progressifs qui alignent nos souvenirs sur une réalité plus profonde, plus vraie, plus terrifiante que celle dans laquelle nous avons toujours cru vivre. Je comprends maintenant ce que mon double voulait dire quand il a prononcé ces mots. Tu es presque arrivé. Je m'approche de quelque chose. D'un état de perception où le voile sera complètement levé. Où je verrai le monde tel qu'il est vraiment. Je ne suis pas certain de vouloir voir. Mais je ne suis pas certain non plus d'avoir le choix. Section 11. La Fondation s'aveille à une chose que je n'ai pas mentionnée jusqu'ici. Une chose que j'ai découverte dans les archives du site, dans des fichiers auxquels je n'avais pas accès avant l'incident. Mon niveau d'accréditation a apparemment été étendu de façon rétroactive, ou peut-être que les restrictions de sécurité ne fonctionnent plus dans l'état où je me trouve. Quoi qu'il en soit, j'ai pu accéder à des documents que je n'aurais jamais dû voir. La Fondation savait. Pas tout, pas les détails, mais l'essentiel. SCP-781 n'est pas le premier phénomène de ce type. Des anomalies similaires ont été identifiées à plusieurs reprises au cours des 100 dernières années, sur différents continents, dans différents contextes. Elles ont des caractéristiques communes. Des zones de distorsion locale,
des effets sur la perception du temps et de l'espace, des altérations mnésiques chez les sujets exposés, et invariablement des disparitions, des gens qui entrent et qui ne ressortent pas, ou qui ressortent changés, différents, incapables de se réadapter à la réalité normale. Certains deviennent catatoniques, d'autres développent des comportements erratiques, violents parfois. D'autres encore semblent parfaitement normaux pendant un temps, avant de disparaître à nouveau, comme aspirés par quelque chose que personne ne peut voir. La Fondation a documenté ces cas, elle les a étudiés, elle a formulé des hypothèses, et elle a conclu, dans un mémo interne daté de 1987 et classifié niveau 5, que ces anomalies ne pouvaient pas être véritablement contenues, seulement surveillées, seulement limitées dans leur expansion, seulement utilisées parfois comme des fenêtres d'observation sur ce qui se trouve de l'autre côté. Les chercheurs affectés à ces sites ne sont pas seulement des observateurs, ils sont des sondes, des instruments de mesure vivants. La Fondation sait que l'exposition prolongée conduit à la désynchronisation. Elle sait que la désynchronisation est irréversible après un certain seuil. Elle envoie quand même des gens. Elle les envoie en sachant qu'une partie d'entre eux ne reviendra pas. Parce que les données collectées par ceux qui reviennent, et parfois par ceux qui ne reviennent pas, sont précieuses. Parce que comprendre ces anomalies pourrait un jour permettre de les neutraliser, ou de les contrôler, ou simplement de se préparer à ce qu'elles représentent. La Fondation sacrifie des individus pour protéger l'humanité. C'est dans sa mission fondamentale. Sécuriser, contenir, protéger, pas sauver tout le monde, pas à n'importe quel prix, je le savais. Je l'avais toujours su quelque part au fond de moi, mais le savoir abstraitement et le vivre personnellement sont deux choses très différentes. Je suis une donnée, une entrée dans une base statistique, un point sur un graphique qui trace la corrélation entre la durée d'exposition et la probabilité de désynchronisation. Ma souffrance a une valeur scientifique. Ma disparition contribuera peut-être à sauver d'autres vies un jour. Cela devrait me réconforter. Cela ne me réconforte pas. Section 12. Dégradation avancée, mon corps ne fonctionne plus normalement. Ce n'est pas une maladie au sens médical du terme. Mes organes semblent intacts. Je ne saigne pas, je ne souffre pas de douleurs localisées, je n'ai pas de fièvre. Mais quelque chose ne va pas, quelque chose de fondamental. Mes mouvements sont décalés par rapport à mes intentions. Je veux lever le bras droit, et c'est le bras gauche qui se lève avec une fraction de seconde de retard. Je veux marcher vers l'avant, et mes jambes hésitent, comme si elles n'étaient plus certaines de la direction à prendre. Mon corps est devenu un outil imprécis, un véhicule dont les commandes ne répondent plus correctement. Ma perception visuelle se fragmente par moments. Le monde se décompose en facettes, comme un tableau cubiste, avant de se recomposer en quelque chose qui ressemble à la normale mais qui n'est plus tout à fait ça. Les couleurs ont des nuances que je ne savais pas nommer. Les formes ont des dimensions que je ne savais pas percevoir. Et la voix est plus forte maintenant, plus claire, plus insistante. Elle ne me parle pas exactement. Elle me montre des images qui ne sont pas des images, des concepts qui ne sont pas des concepts, des vérités qui ne sont pas des vérités, mais quelque chose de plus fondamental que la vérité. Je commence à comprendre ce que signifie arriver. Arriver, ce n'est pas atteindre un lieu. Ce n'est pas traverser une frontière physique. C'est devenir compatible avec quelque chose. C'est aligner sa perception sur une fréquence différente. C'est cesser d'être ce qu'on était pour devenir ce qu'on a toujours été sans le savoir. La désynchronisation n'est pas une perte, c'est une transformation, une métamorphose. Une partie de moi devrait trouver cette idée fascinante. Une partie de moi trouve effectivement cette idée fascinante. Mais cette partie n'est peut-être plus vraiment moi. Peut-être que Marcus Verne disparaît lentement, remplacé par quelque chose d'autre. Quelque chose qui regarde à travers mes yeux et qui attend. Je m'accroche à ce qui reste, à mes souvenirs, à mon nom, à ce document que je continue d'écrire parce que c'est la seule chose qui me rattache encore à ce que j'étais. Marcus Verne, matricule V492 FR, chercheur de la Fondation SCP, être humain. Je répète ces mots comme une prière, comme un ancrage, comme une dernière ligne de défense contre ce qui vient. Section 13. La supplication, je sais que ce rapport sera peut-être lu un jour.
Je sais que la personne qui le lira, si elle existe, sera probablement un autre chercheur, un autre agent, quelqu'un qui travaille pour la fondation et qui comprend les risques du métier. Quelqu'un qui a accepté, comme moi, que sa vie puisse être sacrifiée pour le bien commun. Je veux parler directement à cette personne. S'il vous plaît, lisez ces mots avec attention. Pas comme un rapport scientifique, pas comme un document administratif, comme un message personnel, comme le témoignage d'un être humain qui a vécu, qui a aimé son travail, qui a cru en quelque chose de plus grand que lui, et qui se retrouve maintenant seul face à l'impossible. Je ne vous demande pas de me sauver. Je sais que c'est impossible. La désynchronisation est irréversible après un certain point, et j'ai dépassé ce point depuis longtemps. Mon corps est ici, mais ici n'est plus vraiment un lieu. Mon esprit fonctionne encore, mais il fonctionne selon des règles que vous ne comprendriez pas. Je ne peux pas revenir. Je ne suis même pas certain de vouloir revenir par moment. Ce que je perçois maintenant est terrible et beau en même temps, d'une beauté qui fait mal. Ce que je vous demande, c'est de vous souvenir, pas de moi spécifiquement. Je n'ai pas besoin que mon nom soit gravé quelque part, que mon sacrifice soit célébré, que ma mémoire soit honorée. Ce n'est pas de la vanité. C'est quelque chose de plus simple, de plus fondamental. Je vous demande de vous souvenir que derrière chaque dossier, derrière chaque matricule, derrière chaque entrée dans une base de données, il y avait une personne. Quelqu'un qui avait des peurs et des espoirs. Quelqu'un qui se levait le matin et qui se demandait parfois si sa vie avait un sens. Quelqu'un qui faisait de son mieux, avec ce qu'il savait, avec ce qu'il avait. La fondation est nécessaire. Je le crois toujours. Le monde contient des horreurs que l'humanité ordinaire ne peut pas affronter. Et quelqu'un doit se tenir entre ces horreurs et les gens innocents qui ne savent même pas qu'elles existent. Ce travail exige des sacrifices. Il exige de la discipline, de l'abnégation, parfois de la cruauté. Mais ne perdez jamais de vue ce pourquoi vous vous battez. Les vies humaines, les consciences, les petits bonheurs quotidiens de milliards de personnes qui ne sauront jamais ce que vous faites pour elles. Si vous oubliez cela, si vous réduisez les gens à des chiffres, si vous cessez de voir les visages derrière les statistiques, alors vous devenez aussi monstrueux que les choses que vous combattez. Je ne sais pas si la Fondation lit encore ce document. Je ne sais pas si quelqu'un le lira un jour. Mais j'ai besoin de croire que oui. J'ai besoin de croire que ces mots ne disparaîtront pas dans le néant comme tout le reste. S'il vous plaît, souvenez-vous de moi. Section 14. Ce que je vois maintenant. Les murs du site 41 sont devenus transparents. Non, ce n'est pas le bon mot. Ils n'ont pas disparu. Ils n'ont pas changé de matière. Ils sont toujours là, solides au toucher, visibles à l'œil. Mais je vois à travers eux maintenant. Je vois ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a toujours eu, caché par le filtre de ma perception humaine. Le monde que je connaissais n'était qu'une surface. Une pellicule mince étendue sur quelque chose d'infiniment plus vaste, infiniment plus complexe, infiniment plus ancien. Je vois maintenant les structures sous-jacentes, les courants de causalité qui relient chaque événement à tous les autres, les ramifications de probabilité qui se déploient à partir de chaque instant comme les branches d'un arbre dont les racines plongent dans l'éternité. Je vois les autres. Ils sont là, tout autour de moi, depuis toujours, des présences qui occupent des dimensions que mes sens humains ne pouvaient pas percevoir. Ils ne sont pas hostiles, ils ne sont pas bienveillants non plus. Ces catégories n'ont pas de sens pour eux. Ils sont simplement là, comme les rochers sont là, comme les étoiles sont là. Partie intégrante d'une réalité que nous n'avions jamais soupçonnée. Et je comprends maintenant ce qu'est vraiment SCP-781. Ce n'est pas une anomalie, pas vraiment. C'est un défaut de camouflage. Un endroit où le masque de la réalité ordinaire a glissé, révélant momentanément ce qui se cache derrière. Il y en a d'autres, partout sur la planète, partout dans l'univers. Des points faibles dans l'illusion que nous appelons la physique, la géométrie, le temps. La Fondation essaie de contenir ces points, de les masquer, de les isoler, de les empêcher de s'étendre. C'est un travail de Sisyphe, une bataille perdue d'avance, parce que la réalité que nous connaissons n'est pas fondamentale. Elle est construite, maintenue par quelque chose, et ce quelque chose commence à s'affaiblir. Je ne sais pas ce que cela signifie pour l'humanité. Je ne sais pas si c'est la fin ou le commencement. Je ne sais pas si les présences que je perçois maintenant représentent une menace ou une opportunité.
Je sais seulement que le voile se lève lentement, inexorablement, et que rien ne sera plus jamais comme avant. Section 15. Les derniers jours, le concept de jour n'a plus de sens. Le concept de mois n'a presque plus de sens. Je continue d'écrire par habitude, par réflexe. Les mots sortent de mes doigts comme l'eau coule d'une source, sans que je sache vraiment d'où ils viennent ni où ils vont. Je ne suis plus certain d'être l'auteur de ce texte. Je ne suis plus certain d'être quoi que ce soit. Mon corps est devenu transparent lui aussi. Je vois mes organes à travers ma peau. Je vois le sang circuler, les neurones s'activer, les cellules naître et mourir. Et je vois au-delà des cellules, au-delà des molécules, au-delà des atomes. Je vois les cordes vibrantes dont tout est fait. Je vois les dimensions enroulées sur elles-mêmes. Je vois le vide quantique qui grouille d'énergie et de potentialité. C'est beau. C'est absolument terrifiant et c'est beau. Je perds des morceaux de moi-même. Des souvenirs s'effacent. Le visage de ma mère. L'odeur de mon appartement à Grenoble. Le goût du café que je buvais chaque matin avant de partir au travail. Ces choses m'appartenaient. Elles définissaient qui j'étais. Et maintenant elles disparaissent, une par une, comme des étoiles qui s'éteignent dans un ciel de plus en plus gide. Je m'accroche encore à quelques certitudes. Mon nom est Marcus Verne. J'étais un chercheur de la fondation SCP. J'ai vécu. J'ai existé. J'ai compté pour quelque chose. Quelqu'un lira ces mots un jour. Quelqu'un se souviendra. Section 16, transmission finale. Ce document touche à sa fin. Pas parce que je n'ai plus rien à dire. Parce que je n'ai plus la capacité de le dire. Les mots m'échappent. Les concepts se dissolvent. Je deviens quelque chose qui n'a pas besoin de langage, quelque chose pour qui la communication telle que les humains la pratiquent est aussi primitive que le grognement d'un animal. Je ne regrette pas ce qui m'est arrivé. Je ne regrette pas mes choix. Même sachant ce que je sais maintenant, je referai probablement les mêmes erreurs. Parce que c'est dans la nature humaine de chercher à comprendre, de vouloir voir derrière le rideau, de risquer tout ce qu'on a pour un instant de vérité. La vérité est terrible, mais elle est quand même la vérité. À quiconque lira ce document, je vous souhaite de ne jamais vivre ce que j'ai vécu. Mais si le destin vous y conduit, si vous vous retrouvez un jour au bord du gouffre que j'ai franchi, sachez que ce n'est pas la fin, ce n'est jamais la fin, c'est seulement une transformation. Un passage d'un état à un autre. La mort n'existe pas vraiment, pas comme nous le croyons. Il n'y a que des changements de forme, des transitions d'un niveau de réalité à un autre. Ce que j'étais continuera d'exister sous une forme différente, dans des dimensions que vous ne pouvez pas imaginer. Cela ne me réconforte pas autant que ça le devrait, parce que ce qui continuera d'exister ne sera plus moi, plus Marcus Verne, plus l'homme qui écrivait ces lignes, qui avait des peurs et des espoirs, qui aimait son travail et qui voulait croire que sa vie avait un sens. Mais peut-être que le sens n'est pas quelque chose qu'on trouve, peut-être que c'est quelque chose qu'on crée. Et si c'est le cas, alors ces mots que j'écris sont ma dernière création, ma dernière tentative de laisser une trace dans un univers qui n'en a pas besoin. Quelqu'un se souviendra. S'il vous plaît, quelqu'un se souviendra. Addendum, notes incohérentes retrouvées après la section principale. Les passages suivants ont été trouvés intercalés dans le document original, apparemment ajoutés à des moments différents. Leur auteur est présumé être l'agent Verne, bien que le style et le contenu différent significativement du reste du rapport. Le ciel a des yeux. Je les vois maintenant. Ils regardent depuis toujours. Ils regardent et ils attendent. Attendent quoi? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Mais je les vois. Marcus Verne n'est plus ici. Je ne sais pas qui écrit ces mots. Quelqu'un écrit. Quelque chose écrit. Les doigts bougent sur le clavier. Les lettres apparaissent sur l'écran. Mais personne n'écrit vraiment. Les mots s'écrivent eux-mêmes. Il y a eu d'autres chercheurs avant moi. Je les vois maintenant, je les entends. Ils sont perdus comme moi, ils errent dans les espaces entre les mondes. Ils essaient de communiquer, ils essaient d'avertir. Mais leur voix ne porte pas. Leurs mots se dissolvent avant d'atteindre quoi que ce soit. Je serai bientôt comme eux. La Fondation ne peut pas vous protéger. Personne ne peut vous protéger. La réalité que vous connaissez est un rêve collectif que l'humanité fait depuis des millénaires, et le rêveur commence à se réveiller. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelqu'un lit-il encore ceci?
Je m'appelle Marcus Verne. Je m'appelle Marcus Verne. Je m'appelle... Fin du document note administrative. Ce document a été récupéré sur un terminal du site 41 le 3 décembre 2025, 19 jours après l'incident de confinement du 14 novembre. Le site a été trouvé intact mais désert. Aucune trace de l'agent Verne ni d'aucun autre membre du personnel n'a été retrouvée. Les équipements de communication fonctionnaient normalement au moment de l'arrivée de l'équipe de récupération. L'anomalie SCP-260-81 a été reclassée Keter suite à cet incident. Le périmètre de sécurité a été élargi à 5 km. Toute pénétration dans la zone des faits est désormais interdite jusqu'à nouvel ordre. Le document ci-dessus a été archivé dans son intégralité conformément au protocole 312B. Une copie a été transmise au Conseil O5 pour évaluation. Le statut de l'agent Marcus Verne est officiellement classé comme disparu, présumé irrécupérable. Ce dossier est classé fermé. Note personnelle, Dr Elise Marchetti, ancienne directrice du site 41. Je n'aurais pas dû le laisser y retourner ce jour-là. Je le savais. Quelque chose me disait que c'était une erreur. Mais il était si convaincu, si passionné par ses recherches. Et ses arguments étaient solides. Ses hypothèses étaient prometteuses. J'ai fait le calcul froid qu'on nous apprend à faire. Le risque contre le bénéfice potentiel. Les chances de succès contre les conséquences d'un échec. Les chiffres disaient que c'était acceptable. Les chiffres mentent. Ou plutôt, les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ils ne disent pas ce que ça fait de perdre un collègue. Ils ne disent pas ce que ça fait de lire ces derniers mots, écrits dans une solitude absolue, dans un endroit que nous ne comprendrons peut-être jamais. Ils ne disent pas ce que ça fait de savoir qu'on aurait pu dire non, qu'on aurait pu le protéger, et qu'on ne l'a pas fait. Marcus avait raison sur une chose, au moins. Nous ne devons jamais oublier les visages derrière les chiffres. Nous ne devons jamais traiter les gens comme des variables dans une équation. Je garderai son souvenir. Je relierai ce document de temps en temps. Et chaque fois que je devrais prendre une décision concernant la sécurité de mon personnel, je penserai à lui, à ses mots, à sa demande. Quelqu'un se souviendra, Marcus. Je me souviendrai. Fin du dossier SCP-6881, rapport personnel de l'agent Marcus Verne classification, niveau 4, accès restreint archivage permanent sécurisé. Contenir. Protéger. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.